Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Hoop Culture. Ravi de vous retrouver, moi-même Ichi et mon camarade Scratchy qui est de l'autre côté de l'écran, Je Théophile sais pas lequel Omessia. est lequel. Je sais pas qui est Ichi ou Scratchy, mais en tout cas, le Ichi et Scratchy Hoop Culture show est bien de retour. On est ravis d'être là, on est ravis de vous retrouver. Merci encore d'être aussi nombreux. Merci pour tous les commentaires que vous nous envoyez chaque semaine. Théo, comment ça va? Écoute, ça va très bien. Je me disais, ouais, c'est lequel Itchy et Scratchy parce que c'est comme toujours le même qui morfle, hein. C'est le chat qui se fait dépecer dans 99% des épisodes. Donc j'irai regarder après pour voir si c'était pas une taille, une pique que tu m'envoies dès le début de l'épisode. Si on joue à la taille, il y a peu de chances que je sois le chat, hein. Ça c'est clair. Non, mais sinon, écoute, ça va très bien. Non, ça va très bien. J'ai hâte. J'ai toujours pas reçu mon numéro du MOOC Reverse. On est mercredi, là. Il était pas dans ma boîte aux lettres. Donc, j'imagine et j'espère que je l'aurai reçu d'ici à ce que vous regardiez cet épisode. Mais j'ai hâte de l'avoir entre les mains pour le regarder. Mais à part ça, tout va très bien. Bah, écoute, génial. On s'est dit qu'on avait répondu à pas mal de vos questions la semaine dernière, mais pas toutes, et qu'on allait un petit peu se faire une part 2 de cette merveilleuse aventure qui est d'essayer de répondre de manière spontanée à tout ce que vous nous envoyez. Théo, moi, ce que je te propose avant, c'est de peut-être de repartir sur des points sur lesquels on avait soit pas bien, soit mal répondu, soit pas du tout de la semaine dernière. Et moi, j'ai réfléchi à un truc. On parlait, il y a un auditeur qui nous a demandé sur ce qu'on pensait des albums posthumes. Et je te disais que j'étais pas fan. Et puis, j'ai eu un flash en me disant, comment expliquer en matière de basketball un album posthume quand je te disais que le problème, c'était qu'une fois que ça sort, ça peut être le dernier souvenir que tu as de cet artiste, ou voire pire, pour ceux qui ne connaissaient pas l'artiste, leur première découverte de cet artiste. Et toi, pendant des mois, tu dois expliquer ce que c'était réellement cet artiste et sa grandeur. En termes de basket, tu sais comment ça s'appelle? Ça s'appelle Michael Jordan Wizards. Les saisons posthumes de Michael Jordan. C'est-à-dire, Très, très dur. ça reste plus que correct, mais c'est pas ce que c'était avant. Il y a plein de gens qui vont dire, ouais, mais c'est pas vraiment une saison de Michael Jordan, même si c'en est. Donc voilà, le parallèle pour moi, c'est ça. C'est un album posthume pour moi, c'est Jordan au Wizard. Ça peut être très bien, mais je vais pas regarder en premier. C'est pas ça que je vais montrer à mes enfants pour leur expliquer ce que c'est que Michael Jordan. C'est une très belle comparaison parce que au bout du compte, moi je m'étais surpris quand même. J'étais dégoûté j'étais dégoûté qu'ils reviennent aux Wizards spécifiquement. Je m'étais quand même retrouvé à être fan en fait. Et bien sûr. À Washington, à avoir envie de le voir, je me rappelle, je sais plus, il a mis je sais plus, un match contre les Nets, je crois. Je le vois battre l'équipe de Stephen Marbury, de mettre 35 points ou un truc comme ça, et d'être là, t'es avec le point levé, un peu comme si on était encore en 93 ou autre. C'est vraiment une belle comparaison. Quand on a fait, tu sais, notre MOOC 2003, dans lequel on était revenu sur tout ce qui avait pu se passer de marquant en 2003 et pourquoi c'était peut-être une année charnière, quand tu regardes ces stats quand même à 40 piges, c'est pas du tout honteux et j'avais oublié en fait. Dans ma tête, c'était vraiment plus du tout ça. En fait, c'était Bien quand même sûr. très solide pour l'époque et c'était du jamais vu. Non, non, c'était plus que correct. Alors c'est sûr que c'est pas le même truc, c'est pas le même maillot. C'est surtout, je pense que les gens s'y sont pas intéressés parce qu'il y avait aucune chance ni de gagner, ni d'aller en playoff, ni quoi que ce soit, et que du coup, bon, c'était un autre délire. Autre question que vous nous avez posée, c'était quels seraient nos trois featuring all-time? Bon, une semaine plus tard, on ne sait toujours pas, mais on a peut-être réussi à avancer un petit peu, en tout cas sur une short list de 4-5. Théo, est-ce que tu en as Je te propose qu'on en fasse un chacun. Oh, alors tu m'avais T'as envoyé le pas message. réfléchi. Je pensais que c'était une boutade. Moi, j'étais resté sur mes trois T'as de pas la semaine travaillé. dernière. Donc je vais faire comme la semaine dernière. Je vais te laisser donner les tiens et je vais y réfléchir en même temps que tu Non, non, balances. Que je vas-y. vois que toi, t'as été. Je vais te dire. Alors, il y en a qui sont pour moi incontournables. C'est-à-dire que tu ne peux pas ne pas dire que, par exemple, Snoop Dogg sur Still Dre, c'est extraordinaire. Ça change l'histoire du truc.
C'est des phases que tout le monde connaît, c'est des phrases presque que tout le monde connaît, qu'on replace même dans le langage quotidien, par exemple. Donc, ces featuring-là, pour moi, c'est important. Et puis, plus récemment, par exemple, Jocelyn Brown, que tu connais, sur le projet New Yorican, qui chante I Am the Black Gold of the Sun. Bon, ça, c'est pour moi des featuring ultimes à ce niveau-là. Ensuite, je te citerai, parce que pratiquement le mariage, et que j'avais pas vu venir au départ, parce que quand j'avais reçu ce disque, parce que je savais pas que ça se faisait comme ça, mais le mariage de deux de mes artistes préférés, c'est-à-dire Alice Russell, qui est en featuring sur The Camel de Fat Freddy's Drop. Bon, voilà, le morceau, il fait 8 minutes, elle rentre au bout de 4. Tu vois pas venir le truc, c'est absolument, il n'y a pas mieux que ça. Et puis, je te dirais, pour prêcher pour la paroisse Hangtime, featuring d'Elodie Rama dans un morceau de Natural Self sur Trousseau, un remix de Prince Fatty. Voilà, ça collait. Il faut que ça colle super bien, comme Andrea Triana avec Flying Lotus. Ce genre de choses, il faut que ça apporte tout de suite, que ça clique et qu'on ne puisse pas imaginer le morceau chanté par quelqu'un d'autre. You Got Me, Jill Scott avec les Roots. Voilà, c'est Jill Scott ou Erykah Badu? Alors, quelle version? Que j'ai dit quoi, Jill Scott? Ouais. Ah bah tu vois, le lapsus. Le lapsus, il est Badu, horrible. ouais. Et Badu, évidemment, Ouais. mais écrabouillé par Jill Scott dans Block Party au point Gondry, ouais. de Gondry, au point qu'elles ont du mal de vivre. Mais voilà, ça c'est pour moi des featuring assez importants. Et en France, quand même, Malika Morte sur le 9 de I de Lunatic. Ouais, voilà. L'entrée du truc, ouais, tu prends une déferlante en fait, le truc du featuring, c'est quand tu entends le featuring, la première chose que tu fais, c'est de vouloir tout savoir sur le gars qui vient de t'envoyer le truc. C'est une belle liste, effectivement. Je crois que je vais rester sur les 3 que j'avais donnés la semaine dernière, mes 3 purs boom bapien des 90s et new-yorkais. Je vais rester là-dessus, mais effectivement, c'est. Après, tu mets le doigt dans l'engrenage, c'est dur de s'arrêter. Hein. Nous en demandait 3, je crois, l'auditeur la semaine dernière. C'est très très dur de faire une sélection. Oui, c'est pas facile. Après, moi, j'aimais bien les featuring aussi de musiciens, notamment de bassistes, de batteurs, qui pour moi sont des vrais featuring quand tu fais venir un batteur particulier sur un album, comme par exemple Steve Porcaro du groupe Toto qui jouait sur Thriller. Voilà, si on le fait venir, c'est qu'on a besoin de cette vibe-là, de ce jeu-là. Et finalement, quand on quand on s'intéresse un petit peu à la musique et aux musiciens, voilà, on voit l'apport qui est là tout de suite. Donc, je trouve qu'on met pas assez en avant. On devrait mettre parfois, tu vois, certains. Alors, on peut pas, bien sûr, il faut la liste, mais quand on fait venir un musicien particulier qui n'a pas forcément de chanteur qui est là et qu'on fait venir ce gars-là rien que pour avoir sa touche, les Pino Palladino à la basse, il faut le dire. Il faut le dire, comme si aujourd'hui tu ferais jouer Louis Armstrong sur un de tes morceaux, tu mettrais le featuring, je pense. Oui, je pense, effectivement. Ou Miles Davis, tu mettrais le featuring. Je te propose qu'on enchaîne avec les nouvelles questions. Pour le coup, il y en a certaines qu'on a gardées sous le coude et d'autres qui nous ont été envoyées. Je te lâcherai pas sur les featuring, Théo. Je tiens à te le dire. T'es sûr? Pas une seconde. Ouais, non. La semaine prochaine, j'attends un truc de toi. Chaque semaine, je reviendrai. Je vais finir par te mettre une mauvaise note. Très bien. Écoute, je te propose qu'on commence avec une question qui nous est envoyée par Thomas, qui précise qu'il a 44 ans. Il a une question et un clin d'œil. Il nous demande: quel est votre regard sur mon joueur préféré Kevin Johnson grâce à une double page dans un mondial basket en 1993. Il ne sera jamais Hall of Famer du fait très certainement des problèmes qu'il a eu à la mairie de Sacramento, mais quel parcours, études à Berkeley, drafté en MLB et NBA, finale contre MJ, un des premiers à faire une norme du 20 points 10 passes, un dunk historique sur Hakim et ensuite maire de la capitale de la Californie, pour moi un meneur des années 2000. Un meneur des années 2000 pendant les années 90. Qu'est-ce que tu as retenu, toi, de Kevin Johnson? Relou à défendre, une teigne, un pouls. Tu sais, le truc qui est itchy and scratchy, lui c'est scratchy, tu sais, c'est le mec qui te gratte, quoi. Et ouais, un compétiteur hors pair. Un peu un Tipeee avant l'heure, tu vois.
juteux, très, très véloce, balle en main. Il courait très, très vite, balle en main. J'ai ce souvenir de le voir partir très vite. Et puis, oui, un meneur-scoreur, 20 et 10 comme ça, mais encore avec un- une legacy, une formation de pur meneur. Voilà, j'exagère en disant Tipeee, voilà, plus Chris Paul, tu vois, c'est-à-dire qui gère le tempo merveilleusement bien, et c'est ce qu'il avait fait. Il n'y a pas il y a pas les Suns de 93 sans Kevin Johnson. La porte Barclay, ce qu'il est, mais il est merveilleux. Et puis il fait des bonnes finales quand même, hein. Ouais, il fait des finales vraiment intéressantes. C'est marrant, moi, la comparaison, tu sais, c'est quand Derrick Rose est arrivé, Mhm. c'est à Kevin Johnson qui me faisait penser parce que Ah ouais, c'était d'accord. voilà, sur les qualités athlétiques démesurées par rapport au format du joueur. Super scoreur. 93, il fait de bonnes finales. C'est vrai que c'est dommage parce que vraiment, cette finale qui est une des finales NBA que j'ai préférées, je pense que c'est la seule finale NBA des Bulls durant laquelle j'étais un brin partagé parce que j'étais fan de Barclay, je trouvais cette équipe voilà, des Suns incroyables, Richard Dumas qui avait explosé en playoff. J'adorais cette équipe, il fallait un perdant, donc voilà, il fallait un perdant. Mais Kevin Johnson, j'ai le sentiment qu'il, pendant ces finales, il n'a pas trouvé totalement la carburation, il a été hyper bien défendu par les Bulls, et du coup, il y avait un peu ce côté parfois où il s'entêtait quand même à vouloir jouer tout seul pour se rassurer, et où voilà, je pense que si les Suns avaient pu rejouer des finales par la suite, il aurait mieux su faire finalement. C'était aussi sa découverte du très haut niveau. Et puis, malheureusement, quand même, pas mal de pépins, blessures du genou là, qui l'ont handicapé enfin, une bonne partie de sa carrière. Mais ouais, quel joueur quand Quel même, jeu. ce Kevin Johnson, ouais. Ah ouais, ouais, vraiment très bien. Alors après, Derrick Rose, je pense que c'était la version. Tu sais, quand tu t'écoutes des mémos sur ton téléphone, tu mets en 1.5 pour que ça aille plus vite, parce que tu vois que le truc, C'est ça. je pense que c'était la version 1.5, 1x5 de Kevin Johnson. Mais franchement, si vous avez la possibilité, parce que sur YouTube, vous pouvez revoir les finales, les matchs de finale NBA 80, des années 90, on a tous vu le match des 55 points, les trois prolongations ou le Game 6 avec le shoot de Paxson. Mais franchement, Théo, je pense que tu t'en rappelles, les deux premiers matchs à Phoenix des Bulls, Mm. c'est un délire c'est tellement soyeux là. Tu vois, si tu veux regarder, savoir comprendre l'attaque en triangle, tu regardes ce match, les Suns, ils sont dépassés. Même pas par l'impact physique, par la science du jeu, par la circulation de balles, par Jordan qui fait même pas des matchs où il force. Il a son petit poignet là, je me rappelle. C'est trop facile. C'est ces deux matchs-là, une impression de puissance que j'avais rarement vue, de domination, quoi. C'est quoi, il est à 42 points de moyenne Je crois qu'il sur a la finale ou 42 sur 40 quelque chose, je sais plus, ouais. je crois qu'il a C'est... 42 sur la Ouais. série avec le match à 55 points. Mm. Je crois qu'il fait un match 5 qui est pas ouf. Le match 6 est correct, mais les deux premiers, c'est un feu d'artifice. Ouais, carrément. Non, mais super, super finale. Il y avait une autre question, clin d'œil de la part de Thomas, qui t'est directement adressée, Pierre Armand. Il dit Pierre Armand, peux-tu s'il te plaît expliquer à Théo la punchline de Flint dans le morceau Gunners, où Flint dit Je trouve le temps long comme les Gunners, comme il ne connaît rien au foot. Il ne peut malheureusement pas comprendre parfaitement toutes les rimes du rappeur talentueux Flint, dont il vante souvent les mérites. Alors vas-y, je t'écoute. Est-ce que tu peux m'expliquer donc cette rime Je trouve le temps long comme les Gunners? Est-ce que tu sais ce que c'est? Qui sont les Gunners? C'est une équipe anglaise. J'ai bon? Bien, bien Arsenal? joué. Arsenal. Oh, t'as cherché, t'es un Arsène menteur. Wenger les a coachés? T'es un menteur de fou, t'as regardé. Non, promets, j'ai pas, promis, j'étais pas sûr de moi sur le troisième. Je l'ai Ouais, tu tenté comme ça, plaisantes. quoi. Le Ouais, mec me sort Joël Batz, il a joué à Saint-Etienne et d'un coup il me sort qu'Arsenal, c'est les Gunners coachés par Arsène Wenger. Mais tu plaisantes. je suis fier de moi. Je peux dire que ça me fait ma semaine, un truc comme ça. En fait, le mec est capable de me dire que Kevin McHale est un joueur des Hawks d'Atlanta, voilà, un meneur aux Hawks d'Atlanta, et peut me dire un petit peu plus tard que les Hawks d'Atlanta, les Hawks, c'est Atlanta qui ont été coachés par Lenny Wilkins. Il est capable de me dire ça. C'est ça, c'est la comparaison. C'est exactement ça. Et les Gunners d'Arsenal qui attendent un titre depuis 100 000 ans. Donc voilà, c'est ça. Les Gunners qui courent après les titres et qui sont une équipe mythique, justement, de Ok. cette période de la fin des années 90, début des années 2000, avec Arsène Wenger, avec un trio français, Sylvain Wiltord, Thierry Henry.
Robert Pires et Patrick Vieira, donc c'était même 4. Il y avait même Emmanuel Petit qui jouait. Il y avait une French Connection incroyable. Et Arsène Wenger qui est resté 20 ans à la tête, je crois plus de 20 ans. C'est un peu le Popovich de la première ligue anglaise. Ouais. Ok. Non, en fait, je sais parce que j'avais vu un extrait d'une intervention d'Arsène Wenger dans laquelle il parlait du fait que, tu sais, on pouvait... il y avait des caméras avaient été installées, à l'époque c'était expérimental, au-dessus du stade, je crois, d'Arsenal, pour suivre le mouvement des yeux des joueurs, en fait. C'est passionnant, mais c'est scientifique. Voilà. Et c'est comme ça, voilà, qu'il s'était rendu compte qu'effectivement, ce qui séparait les très très grands joueurs des très bons joueurs, c'était que tous les très très grands joueurs avaient ce point en commun d'être en permanence en train de scanner le terrain, donc de regarder ce qui se passait tout le temps en permanence, et qu'en fait, parfois, tu sais, au basket, on se dit, ce joueur-là, il a un temps d'avance, c'est comme s'il voyait déjà l'action se dérouler avant qu'elle se déroule. C'est pas ça, c'est qu'en fait, ces joueurs-là, ils sont tout le temps en train de scanner, ils ont tellement d'expérience qu'ils arrivent malgré tout à déduire ce qui va probablement se produire, et c'est ça ce qui leur donne le petit, ce qui donne par l'impression que c'est un coup de génie, qu'en fait ça venait en grande partie de ça. Donc j'ai trouvé ça hyper intéressant, c'est pour ça que je m'étais rappelé de tout ça. Ouais, je vais te raconter une histoire. On a le temps, on est sur Basket Session, on fait ce qu'on veut. Quand j'étais plus jeune, j'amène mon père, je lui offre pour son anniversaire, je lui offre un match, on va voir Arsenal-Chelsea. À l'époque, ça s'appelait Highbury, donc ce stade plein centre de Londres, dans le quartier d'Highbury justement. Donc on va là-bas avec les vieux guichets en bois, enfin des vieux stades anglais comme tu peux les imaginer. Et à l'époque, j'organise ça avec un ancien footballeur professionnel, très connu, qui s'appelle David Ginola, qui était de la même ville où j'étais, et donc je connaissais bien, on était copains et tout. Et à qui je dis, voilà, j'organise ça à mon père. Il me dit, bah écoute, je te fais mettre des places, super bien placé. Avec son agent, il voit ça, il organise ça. Il me dit, c'est bon, tu vas au guichet. Donc on arrive devant le stade, et c'est Arsenal-Chelsea, c'était à l'époque vraiment la grosse affiche. Okay. C'était vraiment toutes les stars étaient là. Donc je vois passer plein d'exécutifs, tu sais, les Étienne Moujotte, des footballeurs qui venaient de France exprès, qui sont venus pour voir le match. Et j'arrive au guichet et je dis, voilà, je viens chercher la part de 2 places pour un tel nom et tout. Le mec m'a dit, non, il n'y a rien. J'appelle, je redemande, alors à tel nom, au nom de David Ginola, au nom de... Non, j'appelle l'agent de David Ginola, qui était lui en vacances aux Caraïbes ou je sais pas quoi, et elle me dit, non, mais j'ai vu avec Patrick Vieira, en fait, qui est là, donc c'est géré avec Patrick. Je connaissais pas du tout ça. Genre, c'est mon pote, tu vois. Donc j'y vais, je dis, ouais, c'est de la part de Patrick Vieira et tout. Le mec me dit, non, j'ai rien et tout. Je rappelle, la nana répond plus et tout. Je retourne devant le guichet, et le mec me dit, qui cette fois-ci, Maradona? Comment ça se passe? La honte. On laisse tomber, finalement, on abandonne, on arrive à joindre personne. On avait payé l'hôtel et tout. Et Thierry Henry marque, genre à la 3e minute, j'entends le stade qui explose. J'étais liquide. J'étais tellement malheureux, j'étais trop déçu. On repart, on regarde le match dans un pub et tout. Super match, je crois, 2-2, match magnifique. Bon, il y aurait eu 0-0, c'était pareil, c'était pour le kiff d'y être. Et en revenant, donc un peu déçu, on atterrit, et au moment où on se met dans le truc qui attend les bagages, qui arrive de son vol des Caraïbes? David Ginola. Qui s'excuse 1000 fois, qui dit je suis vraiment désolé, machin, bidule. Bon, finalement, c'est devenu un souvenir à part entière de cet échec, est devenu une rigolade. Mais voilà, donc moi j'ai cette histoire contrariée avec Arsenal. Incroyable cette anecdote, dis donc. C'est trop triste. Ouais. Ah, c'est clair. Ouais, c'est... Je suis dégoûté pour vous, parce que j'imagine, là, t'es devant le stade, t'es obligé de repartir. Bon, après, tu peux c'est des stades du week-end, mais t'es venu pour ça, quoi. C'était pas des stades genre Stade de France, c'était des stades anglais où il y avait 25 000 places. Donc un bordel, un bruit, on entendait tous les chants. Et le premier but, bon, les boules. C'était la grande équipe d'Arsenal, en plus. Et donc, c'est un club qui a jamais été champion, c'est ça?
Si, qui a été il y champion a à de longtemps. nombreuses reprises, qui dominait au début des années 2000, qui a même fait une saison invaincue. Hein, c'est la particularité Mhm. des Gunners. Et depuis ils sont toujours pas loin. Ils sont en tête jusqu'au bout et ils s'effondrent à la fin. Enfin, voilà. Mais club mythique, maillot extraordinaire. Les vieux maillots d'Arsenal avec les vieux logos, j'ai oublié le. Ah, vous me direz le fameux O2 et il y en avait d'autres avant, ces merveilleux Un sponsors sponsor, anglais. ouais. Ouais, c'était super beau. C'est pas l'époque où on avait des compagnies aériennes pétées là. Je propose qu'on enchaîne avec une question de Chris qui nous dit bonjour l'équipe Rivers, tout d'abord un grand merci pour votre travail et les contenus toujours passionnants à écouter, délivrés avec bienveillance et humour. Voici ma question. Oula, ça va être à nouveau un top 3. Attention, quels sont vos 3 plus beaux concerts auxquels vous avez pu assister all time? Je vous livre les miens, pas dans l'ordre. Kool and the Gang, premier concert en 1986, j'avais 13 ans, aucun commentaire sur l'âge, merci. C'était Waouh. encore les musiciens d'origine et JT Taylor au chant. Première claque monumentale, ils ont jeté des roses rouges à la fin du concert vers les premiers rangs, majoritairement féminins, et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Deuxième concert, Liane Lahavas en 2015 au Bataclan. Une voix étincelante, une musicalité et une émotion magnifique. Et la demoiselle est visuellement extrêmement agréable, qui plus est. Troisième concert, alors je sais pas comment ça se prononce, Wolfpack en Wolfpack. 2018 à l'Olympia. Énorme, énorme claque groove, une communion unique avec le public. Tout le monde a chanté la célèbre ligne de base de Dean Town, c'était fou. Voilà. À vous de donner votre top 3, nous dit Chris. Oh, putain. Elle est dure parce que moi j'en ai vu, mais alors. Après, un concert, il y a deux choses. Il y a la claque que tu prends, euh, comment dirais-je, au niveau de. Alors que tu t'y attends pas forcément. Mm. D'ailleurs, moi, par exemple, moi j'avais eu au Worldwide Awards de Gilles Peterson à Londres, dans la salle qui s'appelle Coco, un théâtre magnifique. J'avais vu, c'est la première fois que j'avais vu Fat Freddy's, mais que j'avais jamais entendu parler de Fat Freddy's Drop. Donc j'avais pris une gifle monumentale, mais je connaissais pas du tout. J'étais pas allé pour ça. Donc il y a deux trucs. Il y a soit tu vas avoir des concerts, comme je t'avais raconté, la Chica, euh, ou alors des choses que tu vas voir exprès et ça clique comme tu le souhaitais. Alors à ce moment-là, on en a un en commun, on en a parlé, reparlé, c'est forcément celui de D'Angelo en 2000 au Grand Rex, je pense que tu auras le même que moi. J'ai un souvenir étincelant de Whitney Houston en 1988 à Bercy. Ça, c'était extraordinaire. Premier concert que mon père m'amène voir, Europe. Je connais forcément Europe, le Bah Final oui. Countdown, le fameux, extraordinaire. J'avais 13 ans, donc j'étais au Zénith de Paris déjà. J'habite en banlieue parisienne, j'allais être au Zénith à Paris avec que des adultes. Moi, j'étais certainement plus jeune. Donc ça, c'était génial. Et ouais, j'ai un souvenir de Q-Tip à l'Élysée-Montmartre. Je pense que tu devais y être Ah certainement bah aussi. on y était alors, ouais. Voilà, avec James Attends, Peterson. c'était pour Q-Tip ou pour Tribe Called Quest? Non, Q-Tip en live band. Ah non, j'y étais pas alors. Non, non, ça j'y Ah, ouais, étais pas. d'accord. Ok. Et au Worldwide Festival, James Blake, Théâtre de la Mer, avec un son tout sur Function One et l'autre il balance Limit to Your Love et c'était aucun sens. Non, mais après il y en a 100 000. Mais par exemple, tu vois, je me rappelle évidemment d'avoir vu Prince au Parc des Princes, mais c'était pas un bon Hmm. concert. Mais c'est de fait d'avoir dit j'ai vu le Prince. Ouais. J'ai entendu Purple Rain en live, tu vois. Mais c'est Ouais, pas le c'est meilleur. vraiment. T'as raison de faire des catégories parce que c'est dur en fait, les 3 meilleurs, tu vois. Alors le D'Angelo, on va pas revenir dessus. Pour finir pour commencer là où t'as fini avec Prince, moi j'ai un souvenir d'avoir vu James Brown, tu vois. C'était un concert avec mes potes. À l'époque, ça nous semblait cher, tu vois. Je me rappelle, c'était 195 francs. Je me rappelle encore, on s'était dit, c'est cher et tout. On avait économisé. Je devais être au lycée ou un truc comme ça. Il était venu à Bercy, je pense. Mais pareil, nous, on voulait voir le James Brown des années 60. Tu vois, on Mm. y allait comme gamin. Bon, son dernier album était pas top, mais j'ai pu voir. J'ai quand même pu entendre voilà, ces chansons mythiques et le voir en vrai. Donc ça m'a marqué, même si le concert n'était pas fou. Je vais te donner, moi, les 3 premiers qui me sont venus en tête instantanément là, quand Chris nous a posé la question. Le premier, c'est The Roots. The Roots dans une toute petite salle à Rissorangis qui s'appelle Le Plan Ah, parce ce que que j'avais dit, je ouais. pense que c'est une de leurs toutes premières tournées en France et c'était vraiment enfin cette salle c'est un mouchoir de poche, on était collés
tout devant avec mon pote Marc à qui je passe le bonjour et on a pris une claque monumentale. Je me rappelle que The Roots, à l'époque, une de leurs marques de fabrique, et ce qui se faisait pas du tout, c'est qu'ils faisaient des reprises. Dans le rap, ça se fait pas d'habitude. Ils rejouaient, et donc je me rappelle qu'ils étaient rentrés en jouant Protect Yannick de Wu-Tang avec Black Thought qui faisait tous les couplets. Et nous, on était dingue, quoi. Et je me rappelle que notamment, parmi ces reprises, ils avaient fait The World Is Yours de Nas. Et pendant qu'ils jouent, je me dis, c'est fou, le DJ fait exactement les mêmes scratchs que Pete Rock. Et puis au bout d'un moment, je me dis, mais il n'y a pas de DJ sur scène. Il n'y a pas de DJ sur scène. Et c'était Razel, le fameux beatboxer incroyable qui était avec les Roots au début, là, qui faisait tout à la voix. Enfin, bref, ce concert-là, c'était dingue, mais c'était aussi sublimé par le fait que c'était tout petit, qu'on était collé devant, quoi. Un autre des concerts, là, je vais te faire plaisir, c'est un concert d'IAM à l'Élysée-Montmartre pour, je pense, ça devait être pour leur deuxième album. Et c'était un concert qui était vraiment dingue, qui avait duré des heures et des heures. En première partie, il y avait notamment Alliance Ethnique, bien avant qu'ils sortent leur premier album, qui nous avait fait une super forte impression. Il y avait eu un show de DJ avec Dynasty, Crazy B, l'époque où toute cette clique-là était championne au DMC. Enfin voilà, c'était un concert fleuve dont on était ressorti. Voilà, c'était vraiment, vraiment kiffant. Et le dernier, je pense, probablement le meilleur performeur que j'ai pu voir sur scène pour un rappeur, KRS-One. À l'Élysée-Montmartre à nouveau. Pour le coup, pourtant, c'était pas en début de carrière du tout, hein, mais un savoir-faire. À un moment, il est sur la scène, à un moment, il est dans le public, à un moment, il est derrière la console du régisseur. La moitié du show est improvisé. Je me rappelle, il avait commencé par le morceau... c'est fou, là. Clap your hands, everybody. Il y a je sais pas comment c'est possible, mais le morceau m'échappe et je me suis dit, mais comment il peut commencer par ça? Par quoi il va finir? Et là, en fait, son catalogue, il est tellement rempli de bangers et de hits qu'il peut faire 3 heures en commençant par le morceau qu'il veut. Donc, ouais, c'est les 3 premiers que j'aurais cités. Mais après, c'est plus un souvenir d'enfance, tu vois. Mais je sais que j'ai vu tout gamin Léo Ferré en Tunisie, dehors sur un site antique. Donc je me rappelle surtout du concert à ciel ouvert, tu vois. Non, c'était du côté de Tunis, tu vois. Mais donc ça, c'est un souvenir. Mais je me rappelle, je peux pas te parler du concert vraiment. C'est vraiment souvenir d'enfance, tu vois, global. Mais ouais, les concerts, c'est quand même des... Ouais, c'est des moments en fait. C'est les moments qui te restent plus que la musique, bien sûr, en fait partie, mais tu te rappelles du moment où tu étais, avec qui tu étais. C'est ça qui est extraordinaire avec ce Puis après, il y a des découvertes dans des festivals où tu t'y attends pas forcément. Moi, j'ai joué fait des premières parties dans des soirées où j'avais découvert, par exemple, le premier live d'IBI. J'avais trouvé ça, ça m'avait soufflé, alors que juste après, il y avait Néné Cherry. C'était vachement bien aussi, mais IBI, pour moi, m'avait soufflé. J'ai souvenir de festivals en Angleterre, Virgin Festival à Leeds, où il y avait le groupe électro Faceless et son fameux ce tube Insomnia. Ça faisait sauter tout le monde. J'avais même vu Robbie Williams, et qui se retrouve devant 100 000 personnes qui chantent a cappella son tube Angels à l'époque. Moi, c'était un souvenir de fou, alors que c'est pas une chanson que j'écoute plus que ça. Mais voilà, c'est des souvenirs de live, de voir 100 000 Anglais chanter à tue-tête des chansons qui leur appartiennent. Ouais, ça c'est chouette. Mais oui, c'est ça. C'est un peu comme dire, c'est quoi votre top 3 de restaurant, tu vois, c'est des moments de partage, c'est des moments de convivialité, c'est des émotions que tu as toi qui te sont propres, en fait. Parce que peut-être qu'à cette période-là, en plus, tu vois, je te disais, moi, si j'en ai un à refaire, j'aimerais retourner à voir Europe. Et mon père, il serait trop content d'y retourner aussi. Mais voilà, parce que c'était le premier avec mon père, c'était trop bien. J'étais parti avec mon t-shirt de la tournée. Immétable aujourd'hui d'avoir un t-shirt Europe. Mais voilà. Très cool. Question de François. Hello Théo, hello Pierre-Armand. Tout d'abord, un grand merci pour tout le contenu basket que vous nous proposez au quotidien, mais également la qualité des MOOC. J'attends le French Touch avec impatience. Voici ma question. Un start bench cut old school de 3 joueurs passés par les Seattle Supersonics. Selon vos affinités personnelles, vous avez le droit de ne pas être objectif. Attention, start bench cut, Gary Payton, Sean Kemp, Ray Allen. Aux Sixers? Non, aux Seattle Supersonics. Ah, pardon, j'ai cru aux Sixers. Je me disais, merde, j'ai raté un truc, je vais me mettre la honte devant tout le monde. Je vais poser la question. Gary Payton a joué aux Sixers?
Donc qui? Peyton, Kemp? Peyton, Kemp et Ray Allen. Start. C'est le cœur qui parle, c'est ça? Ouais, bien sûr, Bon, toujours, bah, toujours pour les start bench cut. alors, moi, pour faire un start bench cut, déjà, c'est très dur à dire, donc je vais pas le redire, mais je me pose la question en termes de maillot. C'est-à-dire, si tu me files les maillots, à qui m'a donné envie d'avoir le maillot? Donc, la question ne se pose pas. Un, Sean Kemp qui start. Deux, Peyton sur le banc, et c'est dur. Trois, Ray Allen. Ray Allen après, parce que je le mets. Il est trop identifiable dans plein d'endroits, Ray Allen. Mais je le bench dans pratiquement tous les endroits où il est allé, si tu mets un trio. Tu vois, c'est Hmm. terrible. Tu mets un start bench cut, c'est très dur. Un SBC à 8, 2013, un SBC dans l'histoire on va dire, des Bucks, un SBC dans l'histoire des Celtics, à chaque fois je le cut. Oh, les Bucks, tu le coupes carrément des Bucks? T'aurais pris Sam Cassell ou Glenn Robinson devant Ray Allen? Non, j'aurais pris, ah non, j'aurais pris en all-time. Yanis, non, Ou aujourd'hui Yanis, mais derrière, si non, tu j'aurais pris coupes. Karim, tu vois, Karim, Ah Oscar oui, ah Robertson, oui, et après, après. ouais, ça se défend. Ouais, c'est clair. Hmm. Écoute, Oui, bah mais moi je oui, vais comment. J'aurais pas, Ouais, j'aurais mis au-dessus oui, de de Glenn son Big Robinson, bien Three. sûr. Ouais. Hmm. Écoute, moi je vais prendre Kemp, c'est clairement en premier. Ces dunks m'ont fait aimer le basket. Franchement, je les ai Bien tellement sûr. matés quand on avait les VHS là avec son concours de dunk, etc. John Kemp, incroyable. Effectivement, si tu dois avoir un jersey des Sonics, je pense que c'est Kemp. Derrière, par contre, je vais prendre Ray Allen parce que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé le Ray Allen des Sonics avec Rashard Lewis. Ils avaient vraiment une belle équipe. Il y avait même il y avait Radmanovic. Enfin, je me mélange un petit peu dans les années, mais il y a eu des saisons vraiment cool de Ray Allen aux Sonics. Et je vais couper Gary Payton, mais Ah, en c'est fait, dur. c'est marrant. Je trouve que j'ai beaucoup aimé Gary Payton et j'ai l'impression qu'avec Sean Kemp, leur prime s'est raté de pas grand-chose et que notamment, tu sais, en 96, Kemp avait fait d'excellentes saisons, d'excellentes finales NBA. J'ai eu le sentiment que Gary Payton avait été meilleur encore après qu'il ne l'avait été en 96, que c'est peut-être là que ça s'est raté pour Gary Payton. Mais après, j'aimais beaucoup voilà, le côté défenseur, The Glove, aboyeur. J'ai bien entendu beaucoup aimé Gary Payton, mais ouais, je crois que pour le coup, je vais prendre Kemp et Ray Allen devant. Je vais te donner le top 3 de François. Son choix pas objectif. Lui, il start Ray Allen pour son élégance. Il bench Gary Payton pour l'empreinte laissée dans cette regrettée franchise. Et il cut Sean Kemp. Hélas, il faut bien en couper un. Donc c'est marrant, tu vois. Ouais, l'enfer. Ouais. Enfin, tous les trois, on a eu trois avis complètement différents pour les anciennes légendes des Sonics. Et moi, j'ai adoré. Ouais. Ray Allen a été un de mes joueurs préférés complètement. J'avais un maillot de lui à Boston. J'ai adoré Ray Allen. Seulement, dans la question qu'il pose là, dans l'histoire des Sonics, je pense que ouais, les gens, c'est pas le premier joueur qui leur vient à l'esprit, quoi. Ah oui, ça c'est sûr. Non, non, bien Comme sûr. si tu disais aujourd'hui, est-ce qu'on coupe KD, tu vois, et ils vont dire KD. Ah, mais oui, KD, tu vois. Mm. Ouais, ouais, c'est clair. Allez, une question d'Anthony qui nous dit bonjour tous les deux, parce que c'est important. Je vous remercie déjà pour cette émotion synonyme de découverte et de nostalgie qui me régale toutes les semaines. Deux questions pour vous. À quelle équipe de basket, NBA, européenne ou nationale, compareriez-vous certains groupes hip-hop comme le Wu-Tang, IAM, la Funky Family? À vous de choisir les autres groupes. Est-ce que tu aurais une idée de comparaison d'équipe NBA avec un groupe de musique? Si on les fait tous, on peut très bien trouver. Mais tu sais, c'est marrant qu'ils disent ça parce que je m'étais mis en tête de faire un vrai truc comme ça, musique, un thème musique avec où aurait joué Redman pour toi, Ah bah qui est oui, un tel, qui cool. est un tel. Donc Hmm. on le fera ça, mais la question est intéressante. Euh, En fait, comment te dire, il faut voir comment ça, faut analyser un petit peu la qualité de l'équipe dont on parle. Dans le sens, une équipe qui est complètement dysfonctionnelle, enfin un groupe de hip-hop qui est complètement dysfonctionnel, ben, on peut aller chercher à droite à gauche, mais qui laisse un souvenir impérissable. Limite, moi, le Wu-Tang serait presque les Jailblazers, tu vois. Le, C'est le- marrant.
Ouais. Même s'ils ont eu plus de succès que les Jailblazers, mais dans le sens où il y a ce côté bad boy, etc. Et IAM, bah, c'est la voie tracée toujours. Il n'y a jamais de scandale, c'est tout droit. Ce serait, j'ai pas envie de dire trop lisse parce que c'est pas vrai, mais oui, ça peut être. Je pense qu'IAM serait plus les Lakers, tu vois. Ça trace, ça gagne un titre tous les 5-6 ans, tranquille. Il y a une obligation de résultats, ça remplit les stades, ça remplit les salles. Moi, je verrais plus IAM en mode Lakers. Et puis après, bon, bah oui, on peut tourner. Le tout, c'est de pas être. Dès que t'es. Il faut pas être les Mavs, faut pas être, faut pas être les Surtout en ce Sixers, moment. faut pas être les Clippers, surtout en ce moment. Voilà. Mais oui, oui, on peut faire ça, mais ça peut être marrant. Ouais, on va le faire, on va faire ça. C'est une excellente idée. Ouais, c'est marrant. Du coup, instinctivement, là, tu vois, Wu-Tang, moi, j'ai pensé plutôt aux Warriors avec Kevin Durant, dans le sens où c'est en collectif, ça fonctionne, et en même temps, individuellement, c'est des individualités complètement hors normes. Euh, L'autre qui m'est venu instinctivement, tu vois, je pensais à un groupe de rap que j'aime particulièrement qui s'appelle M.O.P. Et je trouve que c'est un peu les Knicks des années 90, quoi. C'est quand la brutalité. Comment dire, comment transformer la brutalité en art quelque part, tu vois, C'est ça, je comprends. voilà. Très bonne question. Faut qu'on se creuse la tête avec Pierre Armand pour en trouver Ouais, d'autres. Il y avait une autre question, voilà, de la part d'Anthony. Il nous demande quel est votre souvenir de basket le plus marquant. Pas forcément un match, mais un moment. Par exemple, j'étais à New York lors du trade de Luka aux Lakers et je venais d'assister au match entre les Knicks et les Lakers au Madison Square Garden quelques heures auparavant. Ce moment surréaliste à déambuler dans les rues de Big Apple après cette nouvelle restera pour moi un moment basket à part et dont je me rappellerai longtemps. Est-ce que tu as un moment comme ça Qui serait pas forcément un moment de match. Ben, en fait, c'est forcément un moment qui nous unit tous. Malheureusement, on en a parlé avec Rémi, la mort de Kobe, parce que c'est un moment où toute la communauté basket se met en même temps, Hmm. se rappelle les mêmes souvenirs, et c'était un petit peu ce qui s'est passé avec le trade de Luka. Alors, sans le côté dramatique, bien sûr, mais dans le sens où on s'est tous envoyé des messages en disant y a- c'est une blague, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, chacun a son analyse, enfin, on en parle encore. Bah, on en a parlé évidemment cette semaine, encore plus avec le départ de Nico Harrison, forcément, qui se remettra jamais de cette histoire. Enfin bon, je sais pas comment il va continuer sa carrière ailleurs, c'est terrible. J'ai mis limite la peine pour lui, quoi. Oui. Mais, oui, l'histoire de Kobe, sinon, qu'est-ce qu'on pourrait trouver? Il y en a eu des moments qui sont hors basket, j'allais te dire The Decision, mais pas forcément. Mais oui, alors Ouais, ça peut être basket, hein, ça peut être un match aussi, hein, si tu veux. T'es pas obligé de. ah bah, des matchs, il y en a plein. Je pense que les 55 points de Jordan, le double nickel game, le retour à New York avec le 45, c'est un grand souvenir. Hmm. C'est un grand souvenir d'attente, d'excitation, de, ouais, ouais. Parce que mine de rien, en 80, si tu t'en rappelles, pardon, je fais un peu long, mais en 93, ça reste une niche, la NBA, le basket. Oui. Et en 93, Jordan s'en va et tu te dis, oh, je vais retourner dans les. Tu sais, ça commençait la Dream Team, tu sais, tu commençais à montrer à tout le monde que toi, tu le savais avant, t'étais un mec cool, t'avais compris le truc, t'avais une culture là-dessus. Et le départ de Jordan fait que tu te dis, oh, on va retomber dans les méandres, parce que du coup, forcément, ta guest star s'en va, tu te dis, il y avait plus Magic, il y avait plus Bird, et qui va prendre le flambeau? Et la finale de 94, on est le même de 95 avait été moins regardée, tu vois. Donc on avait l'impression de retomber dans ce côté niche qui était limite underground, qui était sympa. Et le retour de Jordan faisait que bah, il y avait cette émulsion de nouveau qui recommençait à bouillir là, c'était trop bien. Ça, je me rappelle, voilà, en fait, c'est de se rappeler les moments où on était quand j'avais vu ça. Je me rappelle très bien ces 55 points. Je savais même pas ce qui s'était passé. C'était pas genre, Hmm. on le savait, on avait été spoilé. Plus ça avançait, je me dis, bah, c'est une blague, qu'est-ce qui se passe? Et voilà. C'est. Ouais. Alors moi j'en ai deux qui me viennent instinctivement en tête. Le premier, on en a déjà parlé plein de fois, donc je vais pas m'étaler, mais c'est le premier match des finales 92 parce que c'est le premier que je vois en direct, premier match de finale, etc. Donc celui-là, il m'a beaucoup marqué. Sinon, moi, je vais aller en 2002.
la victoire de l'Argentine face à Team USA au championnat du monde. Parce que ça, c'était vraiment... C'est un des moments où j'ai eu le sentiment de vivre l'histoire, tu vois, d'assister à un moment marquant de l'histoire, un moment un pivot de l'histoire. Je me rappelle, je crois que le match devait passer sur Pathé Sport ou une chaîne comme ça que j'avais pas. Et donc j'étais allé le regarder chez mes beaux-parents en pleine nuit pour mater ça. Donc ça, je m'en rappelle trop, quoi. Après, il y a des... le moment, c'est le retour de Jordan, tu sais, quand il revient pour jouer face aux Pacers. Parce que je sais plus si c'était dans un épisode de Pop Culture, je l'avais raconté, mais je revenais d'un tournoi de basket avec ma fac et je sais plus comment quelqu'un dans le bus avait eu l'info. Je sais même pas comment ça devait être le tout début des téléphones portables. Bref, il avait eu l'info et du coup, on s'était précipité de rentrer chez nous en disant mais c'est pas possible, il revient ce soir. C'était avant qu'on ait tout en instantané. Et du coup, Canal avait passé le match et tout. Ouais, je pense que c'est sans doute ces trois-là qui me viennent le plus vite en tête, quoi. Je valide. Ça pourrait être ces trois-là aussi. Une question de Florian qui dit « Salut les gars, merci pour votre émission qui parle de culture en général. Je vous trouve passionné et passionnant à écouter. Continuez vos saillies humanistes, ça me fait du bien d'entendre ça. J'ai vu que vous parliez pas mal de BD. Et oui, je suis le mec qui commente avec des recommandations BD pas mal de vos vidéos, mais j'ai une question pour vous. Dans la BD, qu'est-ce qui est le plus important pour vous, le scénario ou le dessin ? Dans le dessin, je comprends le découpage des pages, etc. Je ne suis jamais arrivé à répondre à cette question. Bonne journée à vous tous. » Moi, je n'y répondrai pas plus. C'est dur. Hein. C'est dur parce que tu peux ne pas aimer le dessin, mais te retrouver. Alors, l'idéal, c'est d'avoir les deux en même temps. Voilà. Type de scénario et de bande dessinée que j'adore. Je sais pas si c'est avec toi que j'en avais parlé, Théo, sur les Indes fourbes. C'est incroyable. Le dessin est magnifique. Ça se passe à l'époque des conquistadors. Oui, si. Ouais. Voilà. Et le scénario est incroyable, il y a plein de rebondissements, donc c'est extraordinaire. Mais oui, enfin. Après, nous, on a eu de la bande dessinée. Moi, quand j'étais plus jeune, c'était un produit qui était. On en consommait, mais on consommait toujours un petit peu les mêmes choses. C'était les Astérix, c'était les Gaston Lagaffe, c'était les Boulet Bill. Donc, on avait cette habitude de ces dessinateurs assez ronds, très colorés. C'est vrai que moi, les premiers albums en noir et blanc que j'avais pu lire par la suite, j'avais été un peu décontenancé, on va dire. Mais sinon, non, si le scénario est bon, j'ai pas de problème. Mais je préfère quand c'est bien fourni, tu vois. Voilà, je suis plus team Astérix que team Luz ou des personnages comme ça. Et moi aussi, comme toi, en fait, moi j'ai toujours lu beaucoup de BD. Hein. C'est mes premiers souvenirs de lecture, même gamin, c'était lire les Tintins, puis après. Ouais, on est plus comics, quoi, c'est ça. Les comics par la suite, j'ai toujours été friand. Déjà, je remercie Florian parce que je pense que c'est lui qui nous avait conseillé Transmétropolitane, que j'ai adoré comme BD, que je connaissais pas du tout. Énorme claque, donc je pense que c'est à toi, Florian. J'ai pas fini d'ailleurs. Donc merci. Ça m'a épuisé. J'avais tout enchaîné. Je suis archi fan. Ouais, j'en ai offert et tout. C'était une de mes révélations. Je pense quand même que la première chose qui me capte, c'est le dessin quand même. Tu vois, par exemple, quand je vais à ma médiathèque, que je feuillette, je suis quand même plus attiré. J'ai le sentiment qu'il faut que je sois pris un peu par l'esthétique pour avoir envie d'ailleurs de découvrir l'histoire. Mais là où je te rejoins, Pierre Armand, c'est qu'une fois que tu es dedans, c'est comme un roman ou un film. Si tu es pris par la thématique ou le récit, ça te garde dedans. Mais j'ai quand même je pense que c'est quand même d'abord le dessin qui va me capter ou me donner ou non envie de rentrer dans un univers d'un dessinateur ou d'un auteur. Oui, mais tu vois, il y a quelques semaines, je vous présentais Punkassin, qui n'est pas du tout dans l'esthétique comics, etc., mais que j'ai offert pareil, que je trouve merveilleux, comme je trouve que c'est un ouvrage à avoir chez soi. De la même manière, les albums de Pénélope Bagieux, tout ça, qui sont beaucoup plus figuratifs et beaucoup plus romantiques dans la manière de le faire, quoique beaucoup plus simple. Ouais, j'aime beaucoup. Ouais. Une question de Lucas qui me dit « Bonjour messieurs, je viens du futur pour vous annoncer une grande nouvelle. Le Hop Culture a percé à l'international, ça y est. À tel point que Damien Lillard, fan des 3 infos essentielles de la semaine, fait du lobbying pour que Pierre Armand et Théophile gèrent la tracklist du prochain NBA 2K28.
Pierre Armand avait même une opportunité pour devenir le nouveau speaker des Trailblazers, mais il a préféré décliner gentiment, prétextant une invitation de dernière minute à une partie de belote, tout ce qu'il y a de plus officiel. Quoi qu'il en soit, voici donc le duo le plus iconique des dimanches après-midi. Donc, on est les Michel Drucker de la Sphère Basket, c'est beau. Le duo le plus iconique des dimanches après-midi, propulsé sur le devant de la scène pour nous proposer leur tracklist de rêve de NBA 2K. Tous les styles sont autorisés, hit planétaire ou partition d'orgue de Raymond Castoldi. Vous devez composer 10 morceaux, 5 chacun pour la campagne de communication du jeu. Quelle sera donc votre sélection pour attiser la hype autour de ce nouvel opus légendaire ? PS, la jaquette du jeu est évidemment Antoine Pimel reproduisant le fameux alley-oop Wade James avec Shai Mamou au premier plan, bras écartés et jersey sur la tête à la Fabrizio Ravanelli. Bonne chance et longue vie au Hoop Culture. Alors, si vous croyez une seconde que je vais faire une bande-son pour Antoine Pimel et Shai Mamou et qu'on reste tous les deux dans l'ombre, il n'y a aucune chance déjà. On n'est pas de directeur artistique de Antoine Dark Pimel. Non, je plaisante bien sûr. Alors déjà, je suis un peu inquiet parce que 2028, c'est demain et je suis pas prêt. Donc ça veut dire qu'on va bientôt percer, Théo. Très bientôt. Attention, à nous les 100K bientôt chaque semaine. Je suis chaud, hein, je suis prêt. Dites-vous bien qu'on ne bougera pas d'un iota, que vous soyez 100 000 ou 5 ou 6 000 ou 7 000, ou 4, on fera la mission pareil. Ouais, alors, entre les 3 featuring et trouver 5 morceaux pour faire la BO de Touquet 28. Et tu sais ce que je te propose, Pierre Armand ? Parce que vraiment, la question, elle est cool, mais elle est trop dure, Lucas. Je te propose qu'on se donne la semaine et qu'on revienne la semaine prochaine avec une sélection. Et on fera même une playlist officielle NBA 2K28 produite par Hoop Culture dans laquelle on aura mis nos 5 morceaux chacun. Qu'est-ce que t'en penses ? Parfait. On partage par contre. Hein. Ouais, on partage. Ouais. Non, mais on partage l'argent. On partage des problèmes quand NBA 2K va vouloir nous dire vous pouvez pas utiliser notre nom sur une playlist en streaming, c'est pas possible. Les gains, pas les dettes. Les dettes pour les éditions Reverse. Allez, dernière question envoyée par Ludovic. Bonjour l'équipe. À la fin de chaque épisode du Hoop Culture, vous faites vos recommandations culturelles et vous exposez à la vue de toutes et tous vos reliques. Quand on se rend compte du nombre d'épisodes déjà réalisés, on peut se demander comment vous faites pour stocker tous ces objets dans votre demeure. À part vivre dans un château, je vois pas comment. Ma question est la suivante et je pense qu'elle a peut-être déjà été posée ou alors évoquée dans un précédent épisode. Si vous devez garder un objet, vêtements, sneakers, livres, vinyles, etc. et jeter le reste, ce serait quoi ? Merci pour la réponse et pour m'accompagner tous les dimanches. PS, j'essaie régulièrement de me plonger dans la playlist Hoop Culture afin de découvrir de nouvelles musiques qui sont à l'opposé de mes goûts musicaux et j'avoue qu'il y a des titres sympas. Si tu devais garder un objet... Jeter le reste, tu te rends compte ? Une relique. Jeter le reste. Ouais. Quelle horreur. Le mot jeter n'existe pas dans ma famille. Il y a un atavisme assez dur à ce niveau-là, donc je sais même pas ce qu'il veut dire ce mot. C'est garder chez soi une seule et stocker le reste. Le mettre dans un autre endroit. Mais jeter, ça, on jette pas tout ça. Je serais trop triste de jeter. Bon, je vais garder mon maillot de Jordan dédicacé, pas à mon nom, mais signé, numéroté, année 2009, entrée Hall of Fame, blanc, 80, voilà. Ouais, je vois pas ce que je pourrais garder d'autre. C'est évidemment mon plus grand trésor. C'est la question de Ludovic là m'envoie dans une spirale là. C'est tellement. Ouais, ça met dans une sauce horrible. Ouais. Mais moi, je pense que je garderai un disque. Par contre, lequel je vais donner une réponse, mais en fait, je pourrais en donner une tous les jours de l'année. Je vais dire l'album Curtis de Curtis Mayfield, parce que dessus, il y a une chanson qui m'est particulièrement chère, voilà, et qui a tout un tas de significations personnelles pour moi. Donc, c'est cet album-là que je garderai. Je garderai celui-là. Puis en plus, avec Curtis Mayfield, on est toujours bien accompagné, donc c'est jamais un mauvais choix. Quelqu'un est en train de couper des oignons. C'est ça. Bravo. Merci en tout cas pour toutes les questions envoyées. C'est vraiment cool. On se refera des épisodes comme ça. FAQ, c'est plutôt sympa de le faire. Et puis vous nous surprenez, vous nous donnez même des devoirs. Il faut que je me le note. Hein, pas oublier de préparer la playlist pour la semaine prochaine, Pierre Armand. Bon, de toute façon, ils vont nous appeler bientôt, Touquet. Ils vont nous dire, les gars, on a besoin de la playlist bientôt. C'est clair.
Allez, on enchaîne avec nos rubriques de la semaine. Est-ce Ouais. que tu as eu un coup de cœur musical cette semaine, un Oui, track of the week? oui, bien sûr. Alors, j'ai toujours un track of the week, tu le sais, dans Hangtime, on a chaque semaine notre track of the week. Je t'emmène du côté de Birmingham en Angleterre avec un rappeur qui s'appelle Coffee Stone, qui a sorti un nouvel album qui s'appelle All the Flowers Have Bloomed. Et il y a plein de featuring avec des artistes que j'aime beaucoup, notamment Maverick Sabre, que j'aime énormément. Et c'est un morceau qui s'appelle Cactus. C'est sur un rythme un petit peu entraînant. Il y a une voix soul derrière. On a l'impression d'être dans Doing It in the Park. Voilà. C'est vraiment un énorme coup de cœur. Coffee Stone, tout l'album est excellent. Je vous conseille d'aller écouter ça. D'ailleurs, je crois que je te l'ai envoyé, Théo, ce Oui, c'est week-end, en celui te sur lequel disant d'aller l'écouter. il y a un morceau avec Tyler Daley de Children of Zeus, c'est bien ça? Ou je me mélange complètement les pinceaux, hein? Oui, c'est bien ça. C'est ça. C'est ça. Donc, C'est ça. je vous conseille tout le disque et Cactus, et Cactus en premier. Parfait. Écoute, moi, c'est une découverte sur le label Stone Throw, tu sais, ce label qui avait sorti les premiers disques de Madlib, de Lootpack, compagnie, Flying Declaim. Lotus. Mm. Voilà, exactement. Donc, j'avais un peu moins aimé depuis quelques années. Voilà, la direction prise me parlait un petit peu moins, Dame Funk et compagnie. Mais là, ils sortent une réédition d'un disque qui n'avait jamais été réédité. C'est un album qui s'appelle African Skies d'un groupe dont je n'avais littéralement jamais entendu parler qui s'appelle Kellan Phil Koran and Legacy, et visiblement c'était un album culte des années 60 qui n'avait jamais été réédité et qui se monnayait contre beaucoup d'argent sur le net, donc réédition. Et il y a un morceau que j'ai trouvé magnifique qui s'appelle White Nile. C'est un petit peu c'est jazz, comment on pourrait dire, un peu spiritual jazz, parfois on appelle ça comme ça, mais avec un son magnifique. C'est donc l'album est réédité, visiblement ils sont pris la tête à repartir des bandes originales pour remettre tout ça en ordre, et ils ressortent en vinyle dans une version audiophile. En tout cas, le morceau White Nile, donc extrait de African Skies du groupe Kellan Phil Koran, pardon, et Legacy, j'ai trouvé somptueux. C'était mon coup de cœur musical de la semaine. Est-ce que tu as eu J'ai un hâte autre coup de d'aller cœur? écouter ça. J'ai eu un beau coup de cœur documentaire sur Arte qui s'appelle High School Radical. Déjà, j'ai trouvé le titre vachement bien. C'est un gars qui, à 10 ans, part vivre son rêve, c'est-à-dire faire un échange culturel, entre guillemets toujours culturel, c'est-à-dire aller vivre un an dans un lycée américain. Et puis au moment de partir, on lui dit, il pense qu'il va aller à New York, et il se retrouve dans une toute petite ville dans la banlieue de Tulsa, dans l'Oklahoma. Et donc vit sa meilleure ville, le- les remises de diplôme, le match de foot du vendredi soir, voilà, il s'éclate. Et en fait, c'était en 2015, et 10 ans après, il veut retourner là-bas et voir enfin en fait, les voir si tout le monde est devenu cette fameuse Amérique du milieu, si tout le monde est devenu Trumpiste tout simplement. Et en fait, il part et pour revoir sa famille d'accueil, tous ses copains de lycée, discuter avec eux. Et à la fin de chaque discussion, il leur propose, c'était avant les élections de l'année dernière, une casquette Kamala Harris ou Trump. Et en fait, il prend une claque gigantesque. Il se rend compte que c'est plus les mêmes gens, qu'il y a un fossé qui s'est creusé, deux Amériques qui se parlent plus, qui se comprennent plus. 95% des gens qui refréquentent prennent la casquette rouge, sans grande, voilà, parce que c'est comme ça, parce que et il dit un truc très intéressant. Il dit parce que il reste un mois et plus les jours avancent, donc il en rencontre certains, il en retrouve d'autres. Euh, Certains ont des discours qui n'ont aucun sens, qui se contredisent eux-mêmes. Il va revoir des endroits et il se rend compte que là, il y a une convention d'armes où on vend des uniformes nazis, où on peut acheter des broches SS, des, euh, des brassards nazis. Enfin, il est halluciné. Il rentre dans sa voiture à un moment, il est découragé en disant, tu sais quoi, j'en ai plein le cul, je me barre, je peux plus. Il dit, ça me brise tellement ces souvenirs qu'il avait. Et Hmm. puis, il dit quelque chose de très intéressant. Il dit que c'est des gens qui ils passent leur vie ensemble,
dans deux réalités différentes qui sont données par ce qu'ils entendent ou ce qu'ils écoutent ou ce qu'ils regardent. Et en fait, ils vivent dans le même monde, mais dans deux mondes dans leur tête qui sont complètement différents. Des gens vivent dans un monde entre guillemets normal et d'autres dans un monde où les migrants mangent les chiens, attaquent. Enfin, voilà, tu vois, c'est deux réalités, ces fameuses réalités alternatives de Maga, hein, et il vit là. Et puis il dit que finalement, en partant, il se dit plus jamais je reviendrai là. Et finalement, il se dit spoiler, j'y retournerai parce que le simple fait qu'on ait pu discuter finalement ensemble, même pendant 2 heures, et d'avoir un rapport ensemble, fait que bah, c'est comme ça que l'humanité grandit, continue d'espérer. Et c'est super intéressant. Je crois, il y a 4 épisodes de 20 minutes. C'est passionnant. C'est fait avec plein de tendresse. Et puis, il se rend compte qu'il y a une de ses anciennes camarades qui était la seule noire du lycée qui est décédée faute de soins. On n'a jamais su parce qu'elle est décédée d'un lupus sur le visage et que, comme les médecins là-bas ne savent pas soigner les femmes noires parce que sur la peau des noirs, c'était terrible. Il raconte ça et il se retrouve dans sa voiture et il dit mais où je suis? C'est fou. Et il disait que la mère de cette personne disait que les femmes noires aux États-Unis, dans ces coins-là, elles étaient les dernières diagnostiquées et les premières décédées. C'est glaçant. Et il va assister à des meetings, à un meeting de Trump notamment, puisque la campagne passe par là. Au moment où il est halluciné parce qu'il voit Charlie Kirk, qu'il voit tous ces gens-là, et il en parle avec les autres qui disent que oui, c'est eux. C'est glaçant. C'est flippant, hein, mais c'est passionnant. Très bien fait. Sur Arte, ça s'appelle High School Radical. Ok, bah oui, effectivement, bah je vais aller regarder ça de près. Moi, un truc plus réjouissant quand même, c'est un livre dont tu nous avais parlé, Pierre Armand, mais que j'ai reçu. Voilà, c'est Courtside, NBA 40 ans de basketball en photo, un magnifique livre de photos, des photos c'est l'édition française, donc aux éditions EPA. Donc ces photos de Nathaniel S. Butler, photographe historique. Il a shooté la NBA pendant 40 ans. Dedans, c'est ce que tu disais, c'est qu'il y a à la fois des photos iconiques qu'on a forcément déjà vues, vues ou revues, mais il y a aussi tout un tas de photos inédites. Et ce qui est chouette, c'est que donc, ce livre a été fait aussi avec le concours de Dave McNemanin, j'ai toujours du mal à prononcer ce nom, journaliste NBA émérite qui est aussi l'ennemi juré de Shai Mamou. Je vous laisserai voir avec Shai pourquoi, il vous expliquera ça très bien. Mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, il a été, en fait, Dave McMenamin, donc il y a les photos de Nathaniel S. Butler, et à côté en fait il a été demandé aux gens photographiés, donc là je montre une photo de Kyrie Irving, de dire quel est leur souvenir de tel ou tel moment. Et donc tu as à la fois des joueurs iconiques là, tu te rappelles cette cérémonie de retrait de maillot de Larry Bird avec Magic, tu as aussi Luka, hein, il y a aussi des joueurs modernes, tu as 40 ans de basket en gros qui sont dans ce livre, avec cette photo-là. Voilà, j'aurais pu dire ça comme moment de basket. Le dunk, là, je suis en train de montrer le dunk de Scottie Pippen sur Patrick Ewing. Je me rappelle avoir vu ce match dans mon salon avec mon pote Marc, dont je parlais tout à l'heure, avec qui j'étais au concert de The Roots, et il s'est mis à hurler tellement fort que ma mère est venue en se demandant ce qui se passait, pourquoi on criait comme ça dans son salon. Donc voilà, il y a Stephen Curry, ça va jusqu'à Victor Wembanyama, c'est par ordre alphabétique de noms de joueurs. Et voilà, livre magnifique aux éditions EPA en français, avec une préface d'Adam Silver et de Patrick Ewing et une postface de Spike Lee. Voilà, superbe objet. Et c'est intéressant parce que ce livre, parce donc les joueurs le connaissent, ce photographe, et donc avait quand il l'apercevait, tendance à se lâcher un peu plus que quand il en voyait un autre. Et donc, il raconte, eux, leurs souvenirs de cet endroit. Et en même temps, lui raconte les souvenirs des athlètes qu'il prenait en photo dans des séances photos de portraits officiels, des choses comme ça. Et c'est vraiment 40 ans d'histoire merveilleusement racontée. Et puis c'est un livre à avoir chez soi pour montrer ça à ses gamins, quoi. Ouais, carrément. On nous posait la question des reliques tout à l'heure, Pierre Armand. Est-ce que tu en as trouvé une cette semaine? Oui, j'ai toujours ma relique avec moi. Je me promène toujours avec une relique. Quoi qu'il arrive, on ne sait jamais si je croise
un fan de Hoop Culture qui me dit montre-moi une relique. Il faut toujours j'en ai. On ne sait jamais. En plus, il y a Touquet qui arrive bientôt. Là, tu sais que on va être dans Touquet 2028. Théo, je t'ai pas dit. Bon, spoiler, on fera la BO. Et donc, bref. Tu allais me donner ma note, c'est ça que j'avais. J'étais le premier jour de l'histoire à avoir une note négative à Touquet. Un truc horrible, avec, surtout sur la note athlétique, tu sais. Ah oui, je confirme. Tu parlais de Spike Lee tout à l'heure. Spike Lee se fait connaître par un film qui s'appelle She's Gotta Have It, affreusement traduit par Nola Darling, n'en fait qu'à sa tête. Enfin, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et donc, il y a un personnage qui, moi, m'est cher, bien sûr, qu'on voit en haut à droite de toi, le personnage de Mars Blackmon, bien sûr. Donc, qui m'a beaucoup accompagné, qui m'accompagne toutes les semaines sur Radio Grenouille, puisque mon nom de scène depuis 20 ans est Mars Blackmon, à une époque où il n'était pas du tout connu, donc maintenant c'était un peu plus compliqué, mais du coup j'ai enlevé quelques voyelles à l'intérieur. Bref, il a un collier en or, enfin doré, avec marqué Mars partout, et quand j'étais à New York en 2014, je crois, quand je rentre dans le magasin, il y avait un magasin Jordan 100% qui s'appelait Flight 23, et que je vois cette casquette avec le logo avec marqué Mars en grand, comme sur le collier. Ouais, j'ai un peu craqué. Avec, tu vois, il y a marqué Brooklyn dessus, Ah oui. New York, voilà, il y a un job. Alors, il y a le Jumpman qui est ici, mais voilà, mais ça, là. Donc, c'est une casquette quand je vais mixer, ou que je vais en concert, ou que je vais représenter à une time, que j'ai souvent avec moi. Relique que je peux me séparer éventuellement dans le cadre de la question de tout à l'heure, mais je l'aime bien. Très cool. Mais écoute, moi, ma relique, c'est une relique qui prend pas de place. Hein. Pour le coup, on nous demandait de l'espace que ça prend. J'ai retrouvé par hasard en relisant un vieux livre que j'avais pas lu depuis longtemps. Regarde, ça, c'est de la relique, mon pote. Un flyer pour le magazine Reverse numéro 8, le numéro spécial Dunk, avec Vince Carter en train de passer au-dessus de Fred Weiss. Voilà, avec l'offre d'abonnement de l'époque. Et vous en savez quoi ça, vous les distribuez dans les matchs, dans les salles J'en ai aucune idée. Je sais pas du tout. Parce qu'à l'époque, j'avais pas encore rejoint l'équipe à plein temps, donc j'étais simplement pigiste. C'est peut-être même oui, non, j'avais déjà écrit. J'allais dire c'est le premier numéro dans lequel j'ai écrit. Non, j'avais écrit dans des numéros avant, mais je sais pas du tout. Je pense que c'était distribué sur des événements, peut-être dans certains shops, ce genre de choses, avec le bulletin d'abonnement au dos au dos du flyer. Mais ouais, ça c'est cool. Ça m'a fait une petite Madeleine de Proust là, avec dossier spécial Dunk, avec un article sur Tim Duncan intitulé Return of the Mac, un papier sur Earl Manigault, Marc-Antoine Pelin, les Warriors. Ah voilà, c'est ça, j'avais écrit l'article sur les Warriors de Don Nelson, c'était juste avant, c'était en 2007, donc ça devait être avant même leur surprise en playoff, je pense. Bref, jolie petite relique, j'avais aucune idée que j'avais ça quelque part. Magnifique photo. Ouais, et puis alors, vous voyez, River, c'était pas genre achetez le numéro, c'était abonne-toi direct. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps pour pas le temps pour les regrets. Exactement. Bon, Pierre Armand, merci encore pour cet épisode. Merci à tous pour les questions que vous nous avez envoyées. On n'hésitera pas à se refaire ça. Et puis, nous, de toute façon, on se retrouve dimanche prochain avec Pierre Armand pour un nouvel épisode de Hoop Culture. Quasiment tous les jours sur nos différentes plateformes pour de l'actu basket. Et on vous dit à très vite. Ciao. Salut. Ciao, ciao.